L'homme est partie intégrante du milieu naturel. Il ne pourra jamais couper les racines qui l'enchaînent au milieu naturel. Il fait partie de la nature. Il ne pourra jamais se séparer du milieu naturel. Et aujourd'hui, il faut que l'homme prenne conscience qu'il doit vivre en équilibre avec la nature. Il faut qu'il soit capable de créer une nouvelle éthique planétaire capable de gérer la planète. En tout cas, on peut dire que l'homme est le seul capable de réfléchir sur son origine, de reconstituer l'enchaînement des événements qui ont conduit du Big Bang à la première cellule, de la première cellule au premier vertébré, du premier vertébré jusqu'à l'homme. Que notre animal est capable de le faire. L'homme est le produit le plus complexe de l'histoire de la Terre. Aujourd'hui, les géologues, les paléontologues, les préhistoriens ont mis en évidence que l'histoire de l'homme, l'histoire de la vie, l'histoire de la Terre, l'histoire de l'univers avait été très longue, remontée très loin dans la nuit des temps. Cette histoire a débuté il y a des centaines de milliers, des millions d'années, on pourrait même dire des milliards d'années pour l'histoire de l'univers et l'histoire de la vie. Et c'est une grande enquête qui a été conduite, qui a été lue dans un livre ouvert, le livre de la Terre. En effet, chaque couche de sédiments accumulée correspond à une page qui a enregistré une partie de cette histoire. Et c'est ainsi que les géologues, les paléontologues, les préhistoriens lisent actuellement ce grand livre de la Terre, ces milliers de pages du grand livre de la Terre. Cette fabuleuse aventure culturelle des hommes de la préhistoire commence il y a un peu plus de 7 millions d'années, lorsqu'un primate s'est redressé, s'est mis à marcher debout. C'était les Australopithèques. Un Australopithèque, eh bien, je vais vous présenter l'un d'eux. Cette dame, cette demoiselle, Miss Pless. Elle a vécu en Afrique du Sud, près de Johannesburg, dans le Transvaal, il y a un peu plus de 3 millions d'années, environ 3 millions d'années. Elle était de petite taille, guère plus de 1,20 m de hauteur. Mais Miss Pless, puisqu'on l'appelle Miss Pless, est un Australopithèque relativement récent. Car si elle date de 3 millions d'années, on connaît des Australopithèques encore beaucoup plus anciens. Par exemple, Ardipithecus ramidus est un très ancien ancêtre de la lignée des hominidés. On connaît mieux une demoiselle très populaire qu'on a appelée Lucie, que les paléontologues appellent AL 288, qui est le représentant de ce qu'on appelle Australopithecus afarensis, qui vivait dans le nord-est de l'Éthiopie il y a quelques 3 200 000 ans, qui était un individu de 1,20 m de hauteur à peu près, qui avait une capacité crânienne qui devait guère dépasser 600 cm3, qui marchait parfaitement debout, mais qui est occasionnellement, nous le savons grâce à l'étude de son pied en particulier, pouvait être occasionnellement arboricole. Pendant longtemps, on a cru que l'homme était un fruit de la sécheresse, que les hominidés s'étaient redressés parce qu'ils vivaient dans un paysage découvert, d'où la forêt s'était retirée pendant une période relativement sèche de la fin des temps pliocènes. En fait, les découvertes les plus récentes, en particulier la découverte du squelette d'Ardipithecus ramidus, ce Australopithèque qui vivait en Afrique de l'Est il y a 4 500 000 ans, a démontré que ces premiers hominidés bipèdes pouvaient vivre dans un paysage forestier. En effet, les études des pollens fossiles qui ont été découverts dans le site qui a livré Ardipithecus ramidus montrent qu'Ardipithecus ramidus vivait dans une forêt ouverte. Et les premiers hommes sont donc apparus dans la forêt. Puis le climat s'est asséché, le climat de l'Afrique de l'Est s'est asséché, la savane a remplacé la forêt, et les Australopithèques se sont développés, ont progressé
dans un paysage découvert, la savane arborée de l'Est africain. Alors, ces australopithèques sont déjà des hominidés, puis ils marchent debout. Mais ils ne sont pas encore des hommes. Ils ont un régime parfaitement végétarien. Ils étaient essentiellement graminivores. L'extrême mesure de leurs dents molaires en particulier, ou de leurs prémolaires, de leurs dents jugales, permet de dire qu'ils avaient une consommation essentiellement basée sur des fruits ou sur des graminées. C'était des végétariens. Mais la libération de la main a permis un dialogue entre le cerveau qui ordonne et la main qui agit. Et c'est de ce dialogue entre le cerveau et la main que jaillira beaucoup plus tard, il y a environ 2 500 000 ans, la pensée conceptuelle et qu'apparaîtront les premiers hommes. Et bien alors que les australopithèques, vers 2,5 millions d'années, n'ont pas encore disparu, qu'ils occupent tout le territoire africain, déjà apparaissent les Homo habilis. Les Homo habilis que l'on va considérer non seulement comme des hominidés, mais des hominidés qui sont déjà devenus des hommes. L'étude morphologique de leur crâne permet de mettre en évidence qu'ils étaient bien sûr plus évolués. Leur crâne est devenu plus court, plus large, plus haut. Ils ont une capacité crânienne plus grande que les australopithèques. Et l'examen du moulage de l'intérieur de leur crâne met en évidence l'apparition des aires du langage articulé, c'est-à-dire le cap de Broca sur la circonvolution frontale gauche et l'aire de Wernicke sur la circonvolution temporale gauche. D'autre part, pour la première fois, on assiste à une flexure de la base du crâne, ce qui permet au pharynx de descendre et d'émettre les sons articulés. Et c'est à la même époque qu'apparaissent les outils. Alors on a dit parfois que les singes, que les grands singes avaient des outils, et que les australopithèques pouvaient avoir des outils. En fait, les grands singes, les chimpanzés, les gorilles, comme sans doute aussi les australopithèques, utilisaient des objets, mais ce ne sont pas encore des outils manufacturés. On peut dire que l'outil, qui est la réalisation de modèles, témoigne de l'émergence de la pensée conceptuelle. Et avec l'outil apparaît, dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de la vie, une nouvelle dimension qui est la dimension culturelle. L'outil va prolonger la main de l'homme, va lui donner plus de possibilités, plus de liberté, plus de possibilités d'action sur son environnement. Pour la première fois, ils ne vivent plus simplement de cueillette, mais ils vont consommer de la viande. En effet, l'examen de leur usure dentaire met en évidence sur les dents latérales des stries verticales qui témoignent qu'ils sont devenus carnivores. Ils étaient certainement encore consommateurs de céréales, consommateurs de fruits, mais pour la première fois, l'hominidé devenu homme devient carnivore, il devient omnivore. Des recherches sur les sites archéologiques ont permis de mettre en évidence des aires localisées d'habitat. En effet, les grands singes n'ont pas de campement de base, mais vivent répartis, s'installent le soir, là où ils se trouvent au moment où la nuit tombe. Alors que ces premiers hominidés, ces premiers hommes, ont un campement de base et vivent pendant des semaines, peut-être des mois, sur un simple campement, ce qui implique un partage des tâches. Et sur le campement, on a pu mettre en évidence de nombreux ossements de grands herbivores qui sont des restes de nourriture, et on constate qu'il s'agit le plus souvent d'animaux très âgés, ce qui témoigne que ces hommes n'étaient pas de véritables chasseurs, mais qu'ils devaient être charognards. Alors, quels étaient leurs outils? Bien, ces outils, ce sont de simples galets aménagés, vous voyez, sur lesquels une arête tranchante a été aménagée par des enlèvements sur une seule face.
Ce sont de sortes de haches de pierre primitives, mais cet outil qui correspond à un modèle qui a été réalisé est extrêmement important. Et on peut dire que ce simple chopper, puisque les préhistoriens les appellent des choppers, c'est-à-dire des haches de pierre aménagées par des éléments sur une seule face, sont les plus extraordinaires découvertes de toute l'histoire de l'humanité. Homo habilis n'a pas encore disparu. Déjà, vers 1 800 000 ans, apparaissent les Homo erectus. Les Homo erectus sont des hominidés de plus grande taille, puisqu'ils dépassent, les plus anciens avaient peut-être 1m40, 1m50 de haut, mais ils arrivent rapidement jusqu'à 1m70, 1m60, 1m70 de haut. Et ils sont les successeurs, bien sûr, des Homo habilis. Car ils dérivent sans doute de formes d'Homo habilis progressives qui sont plus évoluées que d'autres qui restent identiques à eux-mêmes jusque vers 1 300 000 ans. Ces Homo erectus apportent au patrimoine culturel de l'humanité de nouvelles découvertes, de nouvelles acquisitions. Et en particulier, ce sont eux qui, vers 1 200 000 ans, acquièrent la notion de symétrie. Pour la première fois, ils sont capables de fabriquer des outils qui présentent une symétrie bilatérale et une symétrie bifaciale. Ils sont aussi capables de choisir des roches de belles couleurs, des roches rouges, des roches colorées, pour fabriquer leurs outils, et souvent pour fabriquer des outils encore plus soignés. On peut dire qu'avec Homo erectus a émergé dans l'histoire de l'homme le sens de l'harmonie. Ces Homo erectus envahissent très rapidement tout le continent africain, et ce sont eux qui quittent, il y a un peu plus de 1 200 000 ans, le berceau africain de l'humanité, et on va les retrouver dans le sud-est asiatique, à Java. Ce sont par exemple les pithecanthropes de Java. On les retrouve en Asie orientale. Ce sont les synanthropes de Chine, synanthropes trouvés en particulier dans la célèbre grotte de Choukoutienne, à 60 km de Pékin, site sur lequel a fouillé le père Teilhard de Chardin. On les retrouve aussi en Inde, d'ailleurs. Je vous présente par exemple un crâne d'Homo erectus découvert en Inde, dans l'Inde centrale, dans le bassin de l'Narbada. C'est un crâne d'Homo erectus, vous voyez, avec ce puissant bourrelet au-dessus des orbites. Mais on les retrouve aussi, depuis un peu plus d'1 million d'années, sur les rivages méridionaux de l'Europe. Nous savons qu'Homo erectus était aux portes de l'Europe il y a 1 800 000 ans, puisque des découvertes récentes effectuées en Géorgie, à Dmanisi, ont permis de découvrir un outillage, des outils taillés dans des dépôts qui datent d'environ 1 800 000 ans, associés à une mandibule humaine d'Homo erectus. Mais ces premiers habitants de l'Europe, nous les connaissons aujourd'hui très bien, grâce en particulier aux découvertes effectuées dans la cône de l'Arago à Totabel, où nous avons ici un crâne d'Homo erectus européen. Et vous retrouvez ici toutes les caractéristiques des Homo erectus. Vous voyez le crâne bas, le front fuyant, ce puissant bourrelet au-dessus des orbites, une face encore prognate qui se projette en avant du crâne cérébral, une capacité crânienne plus faible que celle des hommes modernes, mais plus forte que celle des Homo habilis. Les Homo erectus, les plus archaïques, ont une capacité crânienne qui dépasse à peine 800 cm3, et les plus évolués, comme ce crâne de l'homme de Totabel, a une capacité crânienne d'environ 1150 cm3. Les Homo erectus étaient devenus de remarquables chasseurs, et l'homme de Totabel était capable de traquer des animaux aussi agiles que le mouflon, le chamois, le tare, de chasser dans la plaine Totabel des animaux aussi puissants que l'éléphant, le rhinocéros, le bison, d'abattre des animaux aussi redoutables que le lion ou la panthère. Ces hommes étaient certainement capables d'organiser des chasses communes, et ils avaient un outillage beaucoup plus évolué, en particulier des bifaces, qui témoignent de l'acquisition de la notion de symétrie,
mais aussi un petit outillage très abondant, des racloirs, des pointes, qui commencent à devenir progressivement, relativement stéréotypés, standardisés. Homo erectus a progressivement envahi toutes les zones équatoriales, tropicales et tempérées chaudes de l'ancien monde, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie. Et vers 400 000 ans, il a été capable de domestiquer le feu. Le feu a été un formidable moteur d'hominisation. D'abord, le feu permet d'allonger le jour au dépend de la nuit. Il permet, en chauffant, d'allonger l'été au dépend de l'hiver. Le feu permet de cuire la nourriture. Et ce qui a entraîné un changement très important dans le comportement des hommes. Mais le feu a été un extraordinaire moteur d'hominisation, car autour du foyer, les chasseurs devaient se rendre compte d'extraordinaires histoires de chasse. D'extraordinaires histoires de chasse. On racontait ce que l'on avait abattu dans la journée, mais on racontait ce qu'on avait abattu il y a quelques années, ou ce que l'ancêtre avait abattu. Et au fur et à mesure que le temps s'écoulait, le bison abattu ou l'éléphant abattu devenait de plus en plus gros, de plus en plus monstrueux. Et c'est ainsi qu'ont dû naître des héros, ont dû naître des dieux, et que se sont constituées des traditions culturelles du groupe. Et c'est à partir du moment où l'homme a été capable de domestiquer le feu, de renforcer ces groupes culturels, qu'apparaissent des traditions culturelles régionales, que les préhistoriens peuvent mettre en évidence des aires culturelles qui se succèdent, des aires culturelles qui se côtoient. Alors, ce Tom de Tothavel, nous avons même son cerveau, c'est extraordinaire. Il a des lobes frontaux qui sont relativement réduits, des lobes pariétaux bien développés, des lobes occipitaux assez bien développés, mais la réduction des lobes par rapport à l'homme moderne, la réduction des lobes frontaux du cerveau est une caractéristique de ces hommes très anciens. Alors, c'est ces hommes qui ont, je vous l'ai dit, développé la notion de symétrie. Eh bien, regardez ces pièces magnifiques. Vous voyez, d'abord, ce que nous appelons un biface, ce coup de poing, c'est des pièces somptueuses. Et vous voyez cette belle symétrie bilatérale et cette belle symétrie bifaciale. Et puis, ils étaient capables aussi de choisir des roches qui avaient une très belle couleur pour faire des outils qui sont, on peut dire, déjà des chefs-d'œuvre, déjà des œuvres d'art. Dérivant directement des Homo erectus, nous avons les Néandertaliens. Les Néandertaliens qui ont occupé toute l'Europe et même une partie de l'Asie, puisqu'on en a trouvé en Ouzbékistan, en Tchétach, on a découvert au Proche-Orient. Leur crâne a une capacité cérébrale de l'ordre en moyenne de 1400 cm3. Parfois même, 1400 cm3, c'est à peu près la moyenne de la capacité crânienne des hommes modernes. Et parfois, pour certains individus, comme le crâne de l'homme de la Chapelle aux Saints, qui a une capacité crânienne d'environ 1700 cm3, on est au-dessus de la moyenne des hommes modernes. Mais leur crâne, quand même, garde dans leur anatomie des caractères très archaïques, comme le front, quand même, reste bas. Le crâne reste bas, le front est fuyant. Et ce qui les caractérise, comme les Homo erectus, c'est ce puissant bourrelet au-dessus des orbites. La face reste en avant se projette toujours en avant du crâne. La mandibule n'a pas de menton. Les Néandertaliens, qui ont occupé une grande partie de l'Europe, entre 100 000 ans et 35 000 ans, correspondent un peu à ce qu'on pourrait dire les derniers Homo erectus. Ce sont des Homo erectus évolués. Mais alors que les Néandertaliens occupaient toute l'Europe, une partie de l'Asie, une partie du Proche-Orient, déjà, dans d'autres régions du monde, et en particulier en Palestine, apparaissaient des hominidés plus évolués, qui sont déjà des hommes modernes anciens. C'était, par exemple, les hommes de Kavzé, qui ont été trouvés dans une grotte de Palestine, à quelques kilomètres au sud de Nazareth. Et on peut dire que l'évolution humaine a été arborescente, que des espèces, des groupes humains se prolongent, alors que des formes plus progressives apparaissent déjà. Mais ce qui va caractériser ces Néandertaliens ou ces hommes modernes anciens, c'est une culture
qu'on appelle la culture moustérienne. Et la culture moustérienne se caractérise par des outils de plus en plus stéréotypés, de plus en plus standardisés, avec souvent l'apparition d'une technique de débitage de la pierre qu'on appelle le débitage levallois, qui permet d'obtenir de très grands éclats, tranchants sur toute la périphérie, extrêmement plats, qu'ils transforment en outils retouchés, comme ce magnifique racloir. Ils ont des pointes, des racloirs, des denticulés, qui sont des silex sur lesquels on a aménagé des dents, une sorte de scie, des encoches qui devaient servir à travailler le bois. Un outillage qui devient très standardisé, très stéréotypé. Ça caractérise les cultures moustériennes. Alors, on pourrait dire que ces industries moustériennes constituent l'aboutissement des industries plus anciennes, des industries acheuléennes, caractéristiques des Homo erectus, et on a un continuum qui permet de passer des Homo erectus aux Néandertaliens, comme on a un continuum qui permet de passer des industries dites acheuléennes, c'est-à-dire les cultures des Homo erectus, vers les cultures moustériennes, c'est-à-dire les cultures des hommes néandertaliens. Et ces hommes modernes anciens qui vivaient en Palestine, comme l'homme de Kavzé, étaient aussi les auteurs de cette culture moustérienne. Alors, quels sont les apports principaux des cultures moustériennes, des cultures des hommes néandertals ou de ces premiers hommes modernes? Eh bien, pour la première fois, l'homme enterre ses morts. Ces premières sépultures témoignent de l'apparition des premiers rites funéraires. Les hommes ont disposé dans la fosse des offrandes pour le voyage dans la vie future. Par exemple, à Kavzé, dans une fosse d'un enfant, une fosse sépulcrale d'un enfant qui date d'environ 95 000 ans, a été découvert un squelette qui a les mains repliées vers la figure et qui tient dans ses mains un grand massacre de cerf, c'est-à-dire un bois de cerf avec une partie du crâne. Manifestement, ce bois de cerf, ce massacre de cerf, a été volontairement posé dans sa main. Et vous savez que dans toutes les traditions méditerranéennes, mais dans toutes les traditions européennes, le cerf a souvent été considéré, a été proposé comme un symbole de résurrection. Vous savez, dans la religion chrétienne, le Saint-Hubert voit apparaître le Christ, le symbole de la résurrection, entre les bois du cerf. Et on peut se demander, on peut se poser la question, si le cerf, symbole de résurrection, ne remonte pas jusqu'à ces premiers hommes modernes. On connaît aussi une sépulture néandertalienne en Irak, à Shanidar, où on avait creusé une fosse pour déposer encore un enfant de 9 ans, et cette fosse avait été remplie de fleurs. Et cette découverte est attestée par la présence de très nombreux pollens de fleurs des champs dans la terre de la fosse. L'homme néandertalien de la Chapelle aux Saints, découvert en Corrèze, avait été enterré avec un thorax à côté d'un thorax de bison et d'une patte de bison. On avait donc déposé dans la fosse des offrandes pour le voyage dans la vie future. Et on peut dire qu'avec ces premières sépultures, qu'avec la naissance des rites funéraires, a émergé dans l'histoire de l'homme, a émergé la pensée religieuse. La pensée religieuse qui témoigne de la naissance de l'angoisse métaphysique. L'homme de Néandertal, l'homme moderne ancien, n'a pas que des préoccupations matérielles, il se pose la question de son devenir, de son avenir après la mort, de ce qu'il deviendra. Alors, ces Néandertaliens vont disparaître. Ils vont disparaître brutalement. Vers 35 000 ans, en Europe occidentale, les Néandertaliens disparaissent. Ils abandonnent la scène. Pour quelle raison? On a parlé d'affrontements violents avec les hommes modernes, c'est pas vraisemblable. On a parlé d'épidémies qui les auraient fait disparaître. Peut-être n'avaient-ils pas même la possibilité de se reproduire suffisamment pour assurer le renouvellement de génération.
Ce sont des hypothèses. Le fait est là, vers 35 000 ans, les Néandertaliens disparaissent et les hommes modernes anciens qui étaient apparus, qui s'étaient développés au Proche-Orient, qui étaient déjà présents alors que les Néandertaliens s'épanouissaient, vont remplacer les Néandertaliens sur tout le territoire de l'Europe. Ces hommes modernes, c'est l'homme de Cro-Magnon. Voici un homme de Cro-Magnon. Alors ce homme de Cro-Magnon, nous le trouvons en Europe occidentale de 32 000 ans. C'est extraordinaire. Pour la première fois, vous voyez comme moi, vous voyez, il a un front vertical au-dessus des orbites. Ce front vertical au-dessus des orbites témoigne que derrière se sont développés les lobes frontaux du cerveau. Pour la première fois, la partie antérieure du cerveau devient volumineuse. Les lobes frontaux du cerveau prennent de l'ampleur. Or, les lobes frontaux du cerveau sont le siège de la pensée associative. Et on peut dire qu'avec l'homme de Cro-Magnon, s'est développée la pensée associative. D'où l'émergence de la pensée symbolique. Avec l'homme de Cro-Magnon est apparu dans l'histoire de l'homme la pensée symbolique et tout ce qui en découle. L'invention de la parure. Pour la première fois, les hommes sont capables de rechercher des coquillages, des dents pour les perforer et en faire des pendeloques, en faire des colliers, en faire des bracelets. Mais surtout, la grande invention des hommes modernes, la grande invention de M. Cro-Magnon, c'est l'invention de l'art. On pourrait dire d'abord l'invention des objets d'art mobilier. L'objet d'art mobilier, c'est par exemple la Vénus de Lespugue. La Vénus de Lespugue, qui a été trouvée dans les Pyrénées, à 60 km à peu près au sud-ouest de Toulouse, à Lespugue, en Haute-Garonne, qui est une personnage, vous voyez, qui est une dame, une figurine féminine, aux formes avantageuses, une figurine féminine aux formes avantageuses, qui a été sculptée. On peut dire que l'art mobilier, l'homme est capable de réaliser des maquettes en 3 dimensions de ce qui existe dans la nature, en plus grand format, en 3 dimensions aussi. Oui, mais ce qui est plus encore extraordinaire, c'est l'invention de l'image. L'invention de l'image, c'est-à-dire la reproduction sur les parois d'une grotte, sur les parois d'un abri sous roche, en 2 dimensions de ce qui existe dans la nature en 3 dimensions. Et l'image, comme l'art mobilier, a été inventée par l'homme de Cro-Magnon il y a un peu plus de 30 000 ans. Et l'un des sanctuaires les plus extraordinaires et plus anciens que l'on connaisse, c'est la célèbre grotte Chauvet, à Vallon-Pont d'Arc, à l'entrée des gorges de l'Ardèche. Là, un sanctuaire qui date d'un peu plus de 30 000 ans témoigne comme de Cro-Magnon a été l'un des plus grands maîtres de l'art de tous les temps. On peut dire que, à l'origine, l'art a été à son apogée. L'homme de Cro-Magnon avait inventé la polychromie. Il a inventé des astuces pour la peinture, les dégradés, les estompages. Il a même inventé la peinture au pochoir, avec une peau, il posait sur la paroi, il projetait de la peinture pour faire les lignes précises et nettes. Il a trouvé des astuces pour montrer la perspective, des astuces pour évoquer le mouvement, le lion qui bondit, le troupeau de rhinocéros qui fonce. On peut dire que le maître de la grotte Chauvet, il y a 32 000 ans, a été un des maîtres de l'art de tous les temps, à l'égal du maître de Lascaux ou à l'égal de Michel-Ange. Et on peut dire que cette invention de l'art, elle est liée, étroitement liée, au développement des lobes frontaux du cerveau qui ont permis ce développement extraordinaire de la pensée associative. Alors ces hommes de Cro-Magnon, on appelle les civilisations du Paléolithique supérieur, vont s'épanouir sur toute la surface de la Terre. C'est d'ailleurs à l'époque où les hommes pénètrent sur le continent américain. Et dans nos régions, on peut dire qu'ils ont, en Europe,
fabriquer un outillage absolument extraordinaire. Regardez ces lames, des grandes lames de silex. Ils développent la technique laminaire du débitage de la pierre. Avec, vous voyez, cette grande lame avec un grattoir en bout de lame qui devait servir à travailler la peau. Ils fabriquent des burins en silex par des chocs violents qui permettent de faire des angles vifs. Un burin devait servir à graver, à sortir des saguets, car ces hommes modernes ont aussi inventé pour la première fois l'outillage en os. Ils fabriquent des poinçons, des saguets. Vers 16 000 ans, ils inventent l'aiguille en os avec un petit trou, l'aiguille à chat, l'aiguille perforée. Vers 14 000 ans, ils inventent le harpon. Ou vers 14 000 ans aussi, ils inventent le propulseur, c'est un bateau accroché qui permet de jeter avec une très grande force une saguée en direction du gibier. Mais ils arrivent vraiment à l'apogée de la taille du silex. Ils sont d'une habileté extrême pour tailler le silex. Regardez ces feuilles de laurier, caractéristiques de la cellulisation solutréenne. Vous voyez, la lumière passe à travers. Elle est extrêmement mince. C'est un silex taillé par percussion, ou par pression, mais qui est remarquable par sa qualité, par sa finesse. Ces hommes modernes s'organisent. Ils sont capables de fabriquer des costumes très confortables. En Russie, par exemple, à 200 km au nord de Moscou, a été trouvée la sépulture de Sungir, un individu d'une quarantaine d'années qui a été enterré dans du loess, c'est-à-dire une poussière de sable apportée par le vent, de limon apporté par le vent. Et cet homme avait été enterré avec son plus beau costume, et sur lequel on avait cousu des milliers de petits éléments de parure taillés dans de l'ivoire de mammouth. Et grâce à ces éléments de parure qui étaient cousus sur le costume, nous pouvons reconstituer le costume. On peut voir que l'homme de Sungir avait été enterré avec sa coiffe, avec un grand bandeau au-dessus du front, une veste avec des bandeaux parallèles sur la poitrine ou autour des bras. Il avait une veste avec des manches. Il avait un pantalon, on voit très bien les jambes du pantalon. Il avait des mitaines, il avait des mocassins. Ces hommes sont capables de s'organiser, ils construisent des cabanes. Et pour la première fois, l'homme pénètre dans les zones boréales. Pour la première fois, l'homme est capable de vivre sur le sol gelé permanent. Ainsi, dans la grande plaine russe, en Ukraine, les hommes vivaient sur le permafrost, c'est-à-dire sur le sol gelé permanent, en équilibre avec une faune de climat très rigoureux, dans un paysage sans arbres, dans la steppe, la toundra. Et à Mézériche, ou dans beaucoup d'autres sites de l'Ukraine ou de la grande plaine russe, les hommes du Paléolithique supérieur, ces hommes de Cro-Magnon, étaient capables de vivre en équilibre avec le mammouth. Ils vivaient en symbiose avec le mammouth. Ils construisaient leur cabane avec des ossements de mammouth. Ils la recouvraient de fourrure de mammouth. Ils se nourrissaient de viande de mammouth. Ils s'éclairaient avec la graisse de mammouth. Ils se chauffaient avec des os de mammouth. Ils fabriquaient leurs outils dans de l'ivoire de mammouth. Ces hommes modernes ont envahi la planète. Et grâce à leur génie, grâce à leurs inventions, grâce à leur adaptation à leur environnement, ils ont pu conquérir des zones extrêmes. Et on peut dire que les hommes de Cro-Magnon, les hommes du Paléolithique supérieur, ont apporté au patrimoine de l'humanité de nouvelles inventions qui ont permis à l'homme d'être encore plus libre, de mieux maîtriser son environnement. Et d'ailleurs, c'est l'homme moderne, c'est l'homme de Cro-Magnon, qui peut-être vers 25 000, 30 000 ans, dans certaines régions, a inventé la navigation. Il a été le premier à fabriquer des petits bateaux, des petits radeaux, qui lui ont permis de circuler dans les îles de la Méditerranée pour aller chercher de l'obsidienne. En effet, pendant cette période du Quaternaire, pendant toute la durée du Quaternaire, pendant le dernier million d'années, les climats n'ont pas cessé de changer. Pendant des durées de 80 000 ans, le climat est plus rigoureux que l'actuel. Et pendant des durées de 20 000 ans, le climat est à peu près comparable au climat actuel. Mais pendant les 80 000 ans où le climat est plus froid que l'actuel, une grande partie de l'eau des océans est accumulée sous forme de glace sur les continents. Et le niveau de la mer s'abaisse. La mer descend jusqu'à moins 110 mètres.
Si bien que la paléogéographie était très différente, et ainsi, pendant les périodes froides du Quaternaire, l'Angleterre n'était pas une île, mais était rattachée au continent. La Tamise se jetait alors dans la Seine. Les Anglais disent que c'est la Seine qui se jetait dans la Tamise. Les îles de la Sonde, Java, Sumatra, Bornéo, étaient raccordées à la péninsule malaise. Il y avait toujours un bras de mer entre la péninsule malaise et le continent et le massif de la Sonde, et le continent de Sahul, qui regroupait l'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Guinée. Et ce sont les hommes modernes qui, pour la première fois, ont été capables de franchir ce bras de mer. Ces hommes de Cro-Magnon, ce sont les grands peuples chasseurs de la fin des temps paléolithiques. Ils vivent de cueillette, de chasse, et ce qui est important, c'est que pour la première fois, ils vivent aussi de pêche. La pêche est aussi une acquisition relativement récente dans l'histoire de l'humanité. Elle caractérise les hommes du Paléolithique supérieur. Et puis, vers le 7e, 8e millénaire, un grand changement dans de nombreuses régions du monde. Pour la première fois, au 8e millénaire, l'homme rompt l'équilibre avec la nature. Il ne va plus vivre simplement de cueillette, de chasse et de pêche, mais il devient producteur de nourriture, agriculteur et pasteur. Ceci s'est passé au début du 7e millénaire en Anatolie, au Proche-Orient, en Anatolie, avec la culture du blé, de l'orge, de la lentille, avec l'élevage du mouton ou de la chèvre. Ceci s'est passé aussi, à la même époque, au 7e millénaire, dans l'Afrique subsaharienne, autour d'un très grand lac Tchad, au sud du Sahara, autour d'un très grand lac Tchad. Ceci s'est passé au début du 7e millénaire dans le sud-est asiatique, en Thaïlande par exemple, avec la culture du riz. Ceci s'est passé aussi dans le nord de la Chine, vers le 7e millénaire, avec la culture du millet. Et enfin, ça s'est passé aussi sur un autre continent, sur le continent américain, en Amérique centrale, dans le sud du Mexique, avec la culture du piment, du haricot, de la courge, de la pastèque et surtout du maïs. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début du 7e millénaire, dans diverses régions du monde, ou dans des régions si éloignées que les hommes n'avaient aucun moyen de communiquer entre eux ou de se rencontrer ou de se transmettre des informations, dans plusieurs grandes régions du monde, les hommes ont rompu l'équilibre de la nature, sont devenus producteurs de nourriture, agriculteurs et pasteurs. Et l'acquisition, l'invention de l'agriculture et de l'élevage ont transformé complètement le cours de l'humanité. Cette abondance de nourriture due à l'agriculture et l'élevage a d'abord entraîné, dans un premier temps, et brutalement, une extraordinaire explosion démographique. Les hommes deviennent beaucoup plus nombreux car ils ont beaucoup plus de richesses, plus de possibilités, beaucoup plus de réserves, de ressources. D'où les hommes deviennent plus nombreux, d'où la naissance des villages. Et progressivement, la naissance des cités, des villes. D'abord la maison de village, puis plusieurs cabanes forment le village. Puis, lorsque le village s'organise, se structure, qu'il y a des mouvements, des monuments, des édifices communs à tous, ça devient une ville. Et on peut dire que la naissance des cités est une conséquence directe de l'acquisition de l'agriculture et de l'élevage. Et puis chez ces peuples se hiérarchisent. Apparaissent les prêtres, les rois, les militaires, les agriculteurs, les pasteurs. Et avec ces cultures apparaissent de nouvelles acquisitions technologiques. La meule et la molette pour écraser le grain, la céramique, le vase pour conserver les céréales, la hache polie pour travailler la terre, sont de nouvelles acquisitions culturelles caractéristiques de ces premiers peuples sédentaires qui construisent des villages, agriculteurs et pasteurs. Alors, il y a le revers de la médaille. Cette accumulation d'hommes, de femmes sur un petit territoire nécessite une importante production. Mais si
La récolte a été mauvaise. La sécheresse a empêché la récolte. Le troupeau a été décimé par une épidémie. Eh bien, les hommes du village ont faim. Et si le village d'à côté prospère, ceux qui ont faim ont envie d'aller dans le village voisin pour prendre pour partager l'abondance. C'est ainsi que sont apparus les premiers conflits violents de notre histoire, les premières guerres, les premiers génocides. Et dès cette époque, on trouve des sépultures collectives dans des tumulus, dans des dolmens, dans des hypogées, où parfois la population d'un village a été enterrée car elle a été décimée, et on trouve parfois même des pointes de flèches plantées dans les ossements. Alors très rapidement, ces hommes, ces peuples, agriculteurs et pasteurs, du bassin méditerranéen, mais d'autres régions du monde, s'aperçoivent qu'il y a une roche qui peut fondre, qui peut être travaillée d'abord, et puis qu'on peut la faire fondre, c'est le cuivre. Mais il faut être très fort pour faire fondre du cuivre. Et ça, c'est le génie de l'homme. Vous pouvez prendre un morceau de cuivre, mais de minerai de cuivre natif, de chalcopyrite, ou de cuivre natif, et vous pouvez mettre un immense feu au-dessus, avec un énorme brasier. Vous ne ferez pas fondre le cuivre. Pour faire fondre le cuivre, il a fallu qu'un artisan de génie ait eu l'idée de faire un tuyau en argile, d'y insuffler de l'air en faisant un soufflet avec une peau de mouton, pour faire monter le feu à 1300 degrés, afin que le cuivre puisse fondre. Et puis un jour, et c'est ainsi qu'ils ont fabriqué les premiers objets en faisant couler le cuivre fondu dans un moule, les premiers objets en cuivre. C'était des lames de poignard, c'était des épingles en cuivre, c'était des bracelets de cuivre, c'était des perles de cuivre. Et puis un jour, un artisan de génie a eu l'idée de mélanger au cuivre fondu un peu d'étain. Et c'était extraordinaire parce que l'étain ne se trouve pas forcément là où il y a le cuivre. Il a fallu aller chercher l'étain ailleurs. L'étain qui fait une température relativement faible d'ailleurs. Et au moment où le cuivre est fondu, ils ajoutent un peu d'étain pour fabriquer du bronze. Et c'est à partir de cette époque-là, vers le 3e millénaire, au Proche-Orient, un peu plus tard en Méditerranée orientale, que les hommes sont capables de fabriquer des armes en bronze, des poignards, des hallebardes, des bracelets, des épingles. C'est l'apparition de la métallurgie. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premières écritures. Ce n'est plus de l'art, c'est un langage symbolique. Dans les Alpes méridionales, au Mont Bégaud, à 80 km de Nice, existe une montagne sacrée de l'âge du bronze, de l'âge du cuivre, où des hommes ont inscrit sur des roches, polies par les glaciers quaternaires, des milliers de signes. Ces signes sont les éléments d'un langage symbolique qui traduisent les préoccupations religieuses, les mythes de ces premiers peuples, agriculteurs et pasteurs. Et ces montagnes sacrées du chalcolithique et de l'âge du bronze ont été retrouvées sur tout le pourtour de la Méditerranée, au mont Sinaï, ou dans le nord de l'Italie, comme au Val Camonica. Mais elles se retrouvent aussi dans toutes les populations de l'âge du bronze, en Suède, en Norvège. Ce sont les montagnes sacrées de l'âge du bronze, sur lesquelles ont été inscrits le message. Le message, car c'est une proto-écriture. L'écriture a pour but de transmettre à travers l'espace, mais surtout à travers le temps, un message. Et ces gravures rupestres des montagnes sacrées du bassin méditerranéen sont déjà des témoignages d'une première écriture. Et puis l'écriture va exploser en Méditerranée avec l'écriture cunéiforme dans la région de Sumer, à partir de 3200-3300 avant notre ère. En Égypte, avec l'écriture hiéroglyphique, vers 3200 avant notre ère. Et puis plus tard, avec vers 1400 avant notre ère, l'écriture alphabétique, linéaire des peuples crétois. Vous savez que dans la tradition judéo-chrétienne, l'homme a été défini comme Adam et Ève. Adam qui a été fabriqué par Dieu à son image, en pétrissant l'argile du sol, dans laquelle il a insufflé le souffle de la vie, pour faire un homme à son image. Mais cette image, c'est un symbole. Jamais un symbole ou une image identique
aurait pu jaillir dans la pensée d'un homme de Cro-Magnon, d'un Néandertalien ou d'un Homo erectus. Car ni un Homo erectus, ni un Néandertalien, ni un homme moderne ne savait pétrir l'argile, n'avait une idée de ce qu'est pétrir l'argile. Cette image de la Genèse, où Dieu fabrique l'homme à son image en pétrissant de l'argile, ne peut avoir jailli que dans le cerveau d'un homme néolithique. Et d'ailleurs, la Genèse, les textes de la Genèse remontent au néolithique. D'ailleurs, les exégètes de la Bible, quand ils ont essayé de savoir à quand remontait l'histoire de l'homme, avaient évalué à environ 6000 ans. Et 6000 ans, c'est les premiers peuples agriculteurs et pasteurs. Et alors, dans la tradition judéo-chrétienne, l'homme, c'est l'agriculteur et le pasteur. C'est celui qui a inventé l'agriculture et l'élevage. C'est le premier potier. Mais ceci est un symbole, bien sûr. Je pense que l'auteur de la Bible a voulu dire que l'homme était une créature de Dieu. Mais on peut dire, grâce à la préhistoire, que bien avant les premiers peuples agriculteurs et pasteurs, il y avait quelqu'un qui était capable de fabriquer de l'art mobilier, qui était capable de fabriquer la Vénus de l'Espugne, qui était capable de reproduire sur les parois des cavernes des bisons, des chevaux, des bouquetins. Et si l'on définit ici l'homme comme celui qui a inventé l'art, celui qui a inventé l'image, celui qui a inventé l'art mobilier, il faut faire remonter l'homme au maître de la grotte Chauvet, c'est-à-dire il y a 32 000 ans, avec l'homme de Cro-Magnon. Mais on peut dire aussi que l'homme est un être religieux. C'est celui qui est capable d'enterrer ses morts, d'avoir une pensée religieuse, de croire à une vie future. Et si on fait remonter l'homme avec l'apparition de l'angoisse métaphysique, il faut faire remonter l'homme à 100 000 ans, avec les premiers Néandertaliens ou avec les tout premiers hommes modernes anciens. On pourrait définir aussi l'homme comme celui qui a domestiqué le feu, celui qui a une vie communautaire, là où s'installent des traditions culturelles régionales. Et alors il faut faire remonter l'homme encore plus loin, vers 400 000 ans. On peut dire aussi que l'homme est celui qui a un certain sens de l'harmonie, de la beauté, de l'esthétique. Alors, il faut faire remonter l'homme à 1 200 000 ans, lorsqu'il est capable de fabriquer des outils qui présentent une symétrie bilatérale et bifaciale, comme qu'il est capable de choisir des roches de belles couleurs, des roches voyantes, des roches qui attirent le regard pour fabriquer ces plus outils. Mais on peut aussi définir l'homme comme celui qui a inventé l'outil, celui qui a vu l'émergence de la pensée conceptuelle, qui lui a permis de concevoir un modèle qu'il va réaliser par une succession de gestes organisés dans un certain sens, dans un certain ordre, et qui permettent de transformer un bloc de matière première frustre en un objet, un outil conçu à l'avance, qui a pour but une fonction, un usage. Et on peut dire qu'avec l'outil est apparue dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de la vie, une nouvelle dimension qui est la dimension culturelle. Et avec beaucoup de préhistoriens, je pense qu'il est souhaitable de faire débuter l'histoire de l'homme par l'invention de l'outil. On pourrait aussi définir l'homme comme ce primate bipède, ce hominidé qui s'est levé, qui marche debout sur ses membres postérieurs, qui a des mains libérées des tâches de locomotion, des mains qui s'associent maintenant au système cérébral. Mais pour ces premiers hominidés, ces australopithèques, je préfère considérer qu'ils sont déjà des hominidés, mais pas encore des hommes. C'est l'Homo habilis qui est le premier à introduisant dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de la vie, la dimension culturelle qui a le droit au titre d'homme. Mais certainement que c'est certainement pas la meilleure définition. La meilleure définition de l'homme serait de dire celui qui a acquis la notion du bien et du mal. Mais pour un préhistorien, il n'est pas facile de dire à quel moment l'homme a acquis cette notion. Est-ce avec les premiers peuples agriculteurs et pasteurs? Est-ce avec l'homme de Cro-Magnon capable
de peindre les peintures de la grotte Chauvet? Est-ce avec l'homme de Néandertal capable d'enterrer ses morts? Est-ce avec l'Homo erectus capable d'allumer son foyer? Ou est-ce avec Homo habilis capable de fabriquer les premiers outils? Que sera le devenir de l'homme? C'est difficile de le préciser. C'est évident que l'homme continue à évoluer, son crâne devient de plus en plus sphérique, de plus en plus court, de plus en plus large, de plus en plus rond. Cette évolution morphologique va continuer. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'évolution culturelle a pris le pas sur l'évolution morphologique. Et l'homme, aujourd'hui, est un peu devenu le maître de son évolution. Il est capable de modifier son environnement, qui a été un facteur d'évolution. Il influe sur la sélection naturelle. Il a même la possibilité de manipuler son patrimoine génétique. Il est nécessaire que l'homme sache qu'il doit être assez sage pour continuer à vivre en équilibre avec la nature. La nature dont il fait partie et dont il ne pourra jamais se séparer.